messieurs, bonjour. Le 1er janvier 2019, après l'assassinat du chef de Yirgou, un village situé dans la province de San-Mantenga, des peuls ont été ciblés par des membres du groupe d'autodéfense aidés par d'autres personnes. Plus de 210 personnes ont donc perdu la vie. 2 ans après le massacre, les familles des victimes attendent toujours la manifestation de la vérité. Le dimanche 5 janvier 2020 à Ouagadougou, le CISC, le Comité contre la stigmatisation des communautés et d'autres structures de défense des droits humains, comme le MBDHP, réclament justice pour Yirgou. Ils ont animé une conférence de presse pour faire le point de leurs actions et l'avancée du dossier sur le plan judiciaire. Ils ont également dénoncé les dérives répétitives des groupes d'autodéfense appelés communément Korolwego, pointer dans ce drame et faire des propositions pour un meilleur vivre ensemble. Aujourd'hui, sur ce plateau, justement, il sera question avec nos invités de faire l'état des lieux sur le dossier Yirgou, en justice bien sûr, et voir comment peut-on promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau le député maire de Dori, l'honorable Aziz Diallo, bonjour. Je reçois également Maître Ambroise Farman, qui est avocat des victimes, bonjour. Bonjour. Yacine Sanou est journaliste à Radio Omega, bonjour. Bonjour Bénédicte. Il fait partie d'ailleurs des tout premiers journalistes à être partis sur le lieu du drame à Yirgou. Ce plateau est donc coproduit par Semfilm et le Centre national de presse Norbert Zongo dans le cadre du Club de la presse. Nous allons scinder cette émission en 2 parties. La première partie est consacrée justement au dossier Yirgou en justice et la seconde partie, l'accent sera mis sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Mais avant, je vous propose de regarder un reportage. C'est juste un rappel des faits, des actions menées jusqu'à aujourd'hui. Dans la nuit du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, des terroristes font irruption dans le village de Yirgou, dans la commune de Barsalgo, région du centre-nord. Ils tuent 7 personnes, dont le chef du dit village, avant de prendre la fuite. La poursuite des terroristes a pour corollaire des exactions et des pertes en vies humaines au sein de la communauté Peul dans différentes localités de la région. Il s'agit de représailles menées par des groupes d'autodéfense. Les rescapés cherchent refuge ailleurs. Le 2 janvier, le gouvernement burkinabé donne un premier bilan de 13 morts. Le 4 janvier, il le revoit à la hausse, à 46, puis à 49. Le gouvernement dit condamner avec la plus grande énergie cette attaque odieuse. Le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Kaya est saisi. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, se rend le samedi 5 janvier à Yirgou, dans la commune de Barsalgo. Cette visite s'effectue 4 jours après les affrontements. Rien, absolument rien ne peut justifier cette violence meurtrière, martèle le chef de l'État. Avant de conclure, nous ne devons pas s'aimer la division entre les différentes communautés qui constituent notre chère patrie. Le 12 janvier, des milliers de personnes issues de toutes les communautés manifestent à Ouagadougou pour dénoncer les violences ethniques à Yirgou et exiger la dissolution du groupe d'autodéfense impliqué dans les tueries. Les organisateurs de la marche affirment également que le nombre de morts est plus élevé qu'indiqué dans le bilan officiel. Le même samedi 12 janvier 2019, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, accompagnée de son homologue de la Sécurité, effectue une visite des sites d'hébergement des déplacés liés aux attaques terroristes et des affrontements de Yirgou. Plus de 6400 personnes se sont déplacées depuis les événements et leur situation de vie est plus que préoccupante. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés tient un point de presse le 1er février. Les massacres de Yirgou ont touché une vingtaine de villages, faisant 210 morts selon le CISC, qui dit avoir procédé à un recensement rigoureux, ménage par ménage. Les témoignages indiquent clairement que les bourreaux sont connus, les noms des Korolwego sont cités avec précision, affirme le collectif. 130 suspects sérieux ont été identifiés comme étant des personnes ayant participé au massacre, et pourtant, 100 jours après, toujours aucune arrestation. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC anime le 11 avril 2019 une autre conférence de presse et déplore cet état de fait. L'affaire Yirgou attend encore que les coupables soient présentés à la justice. Le 22 juin 2019, les femmes victimes et les familles de victimes organisent un sit-in devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour dénoncer la lenteur de la justice dans le traitement de ce dossier. 5 mois et 21 jours après, disent-elles, la justice se fait toujours attendre.
Le 7 août 2019, 7 Koglo-Ego, dont 2 chefs, sont mis aux arrêts dans l'affaire des tueries ayant ciblé la communauté Peul à Yirgou. Pourtant, 180 suspects sérieux avaient été identifiés par les officiers de police judiciaire et le procureur près le tribunal de grande instance de Kaya. Le chef des groupes d'autodéfense Koglo-Ego de Boulsa, Burema Nadbanga, est interpellé le 24 décembre 2019 dans le cadre du meurtrier dossier de Yirgou. Ses partisans barrent les voies pour exiger sa relaxe. Au premier anniversaire de cette triste attaque, l'on retiendra que le parquet du tribunal de grande instance a ouvert 2 enquêtes judiciaires. La première pour élucider les faits relatifs à l'assassinat du chef de Yirgou et des membres de sa famille. Cette première enquête n'aurait pas permis d'identifier les présumés auteurs. La seconde enquête, quant à elle, relative au massacre de la communauté Peul, a permis d'identifier 55 corps et 66 disparus. Elle a permis en outre d'identifier près de 200 personnes soupçonnées d'avoir participé au massacre. 180 mandats d'amener ont été décernés, mais seuls 12 mandats avaient pu être exécutés. Ces 12 personnes ont été inculpées des faits de présomption grave de crimes de génocide, de meurtre, de destruction volontaire de biens, de coups et blessures volontaires et de dissimulation de cadavres. Pour soutenir la justice à mettre tout en œuvre pour que la machine puisse bien fonctionner, le CISC annonce un sit-in le 10 janvier 2020 devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Cette manifestation sera interdite par la mairie à la dernière minute. Un panel est organisé à l'occasion de l'an 1 du massacre de Yirgou. Au-delà de l'émotion, de quoi Yirgou est-il le nom? C'est sous ce thème que l'Institut Free Afrique organise un panel le 23 janvier 2019. L'objectif, produire l'intelligence collective du massacre de Yirgou pour en connaître la réalité factuelle en vue de mieux comprendre la causalité, scruter les conséquences pour penser ce drame afin d'éviter un Yirgou 2. L'Institut Free Afrique a fait appel à 3 chercheurs ayant déjà fait des publications sur la question du vivre ensemble et des initiatives locales de sécurité. Yirgou, disent-ils, est une opportunité pour interroger le vivre ensemble au pays des hommes intègres. Tous s'accordent à dire que Yirgou est une situation qui donne l'occasion à l'État burkinabé de se réconcilier avec sa justice. Le mercredi 8 janvier 2020, les commerçants et des artisans de Bogandé lancent une opération ville morte de 48 heures pour exiger la libération du chef de groupe d'autodéfense Koglo-Ego de Boulsa, Burema Nadbanga, interpellé et détenu dans le cadre du dossier de Yirgou à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako le 24 décembre, soit près d'1 an après les faits. Le chef Koglo-Ego de Boulsa bénéficiera finalement d'une liberté provisoire le mardi 4 février 2020. Depuis, rien n'a vraiment changé. L'attente se poursuit pour les victimes et parents de victimes dans le drame de Yirgou. Si la réconciliation nationale est présentée comme un défi nouveau, elle remet au centre le rôle de la justice. L'an 2 du drame de Yirgou intervient dans ce contexte où la justice est encore attendue. Messieurs, vous avez tous suivi le VTR qui est passé. Comment cette situation a pu être possible au Burkina Faso? Je commence par vous, monsieur Yassine, qui était sur les lieux. Comment on peut arriver à voir ça dans notre pays? Tout est parti d'une situation sécuritaire qu'on vit un peu partout au Burkina. C'est parti d'une attaque, disons, d'individus armés non identifiés qui ont attaqué le village, qui ont tué le chef du village et son fils, qui était un chef de groupe d'autodéfense, Koglo-Ego. Et de là, la nouvelle est partie que ce sont des Peuls qui sont venus tuer le chef et 3 autres membres de sa famille, donc le plus proche. Il y a également des Koglo qui ont essayé, dans le premier moment, de rejoindre le site, qui ont été tués par les individus armés, qui se sont donc enfuis. Très vite, la nouvelle a pris le village et partant de cette annonce du fait que ce sont des Peuls, c'est la première annonce qui est partie, qui ont attaqué le chef. C'est comme un mot d'ordre qui a été donné à l'ensemble des membres du groupe de défense et également de simples habitants du village de venger quelque part donc, le chef et sa famille. Et c'est de là qu'est parti ce qu'on a vécu comme événement à Yirgou avec ce ciblage qui a été fait particulièrement sur la communauté Peul à Yirgou et environnement. Oui, mais ce qui est dérangeant à mon sens, c'est que le premier, le 2, le 3, ça s'est passé. On peut comprendre qu'il y a une colère spontanée, mais on n'a pas compris. Quand même 210 personnes, ce n'est pas rien, Maître Farama. Oui. C'est dommage, mais c'est justement parce que durant ces 3 jours, que ce soit le premier ou le 2, les forces de défense et de sécurité n'ont pas été présentes sur le terrain.
Et moi, j'avoue que j'attends toujours de comprendre comment est-ce que cela a pu être possible. Forcément, il y a des responsabilités qu'il faut situer, parce que si les forces de défense et de sécurité étaient intervenues dès le premier jour, et qu'ils avaient servi au moins de tampon entre les différentes forces présentes, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir autant de personnes massacrées. Honorable député, quel est votre regard de tout ça? 210 personnes, c'est quand même beaucoup. Bon, je m'incline respectueusement devant leur mémoire et je présente aussi toute ma compassion à toutes les victimes de Yirgou qui sont toujours en vie par la grâce divine et dont les vies ont changé complètement depuis ce jour. Je dois avouer que les premières nouvelles, quand elles nous sont parvenues, on se disait que c'est pas possible. On ne peut pas imaginer qu'un massacre de telle échelle aurait pu se commettre dans notre pays à cette période-ci. Mais au fur et à mesure que les choses se confirmaient, j'ai eu l'occasion d'aller sur le site aussi, aller voir de mes yeux la manière dont les choses s'étaient passées. Je suis allé par la suite à l'hôpital à Kaya pour voir les blessés qui étaient. J'en ai écouté quelques-uns parmi eux. Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'arrive pas à concevoir qu'un meurtre à telle échelle, un massacre à telle échelle, il faut l'appeler un massacre, faut pas avoir peur des mots, à telle échelle ait pu se commettre dans notre pays à cette période-ci. Et jusqu'à présent, je ne vois pas comment cela a pu arriver. Monsieur Hyacinthe, est-ce qu'il y avait des tensions qui couvaient? Parce qu'on ne comprend pas comment tout le monde peut se retourner comme contre une seule communauté. Est-ce qu'il y avait des tensions qui couvaient un peu? Effectivement, selon nos informations, lorsque nous sommes arrivés, il y avait effectivement des tensions qui couvaient, notamment liées à un conflit foncier latent, également à une question de couloir de passage de bétail qui a peut-être exacerber ce qui s'est passé en termes de réaction, en termes d'exertion de la population, mais également du groupe d'autodéfense. Mais je pense qu'il y a aussi cet effet de communication qui a eu lieu en disant, parce que le chef de village aussi avait une certaine stature dans la zone, il avait un certain aura, et donc en disant, en stigmatisant et en portant l'anathème sur une communauté comme étant la coupable, on a exacerbé un peu tout ce qu'il y avait comme tension, comme ressentiment. Et donc, je pense que c'est tout cela, c'est comme un cocktail Molotov qui a explosé en fait dès le 1er janvier et qui a vraiment, pour moi, c'est le visage le plus horrible de tout ce qu'il y a comme tension communautaire au Burkina, qui est Yirgou. Maître Farama, vous parliez tantôt de l'absence des forces de défense. Est-ce qu'elles étaient véritablement informées? Est-ce qu'elles savaient ce qui se passait sur le terrain? Oui, elles étaient informées puisque le procureur de la République, dès le 1er janvier, déjà avait été informé et que des dispositions avaient été prises donc, pour que les officiers de police judiciaire puissent se rendre immédiatement sur les lieux. Donc, dès le 1er janvier, ils avaient l'information. Honorable, à votre avis, pourquoi elles n'ont pas réagi? C'est difficile, c'est une question, il faut situer les responsabilités. Comme le disait Maître tout à l'heure, il faut expliquer cela. Parce que Barsalgo, ce n'est pas le bout du monde, c'est à quelques kilomètres de Kaya. Et vous voyez tout ce qu'on a comme appareil militaire et sécuritaire à Kaya. Je ne peux pas expliquer, on ne peut pas concevoir que dès le premier, que l'alerte ait déjà été sonnée, tout le Burkina était déjà au courant de l'affaire dès le premier. Donc le minimum, c'est quand même se rendre assez vite sur les lieux pour essayer de sécuriser ce qui peut encore être sécurisé. Et Dieu seul sait ce qui a été commis entre le 1er et le 3. Mais même le 3, quand les gens étaient sur le site, il y avait toujours des difficultés. Même au jour où on parle, même au jour d'aujourd'hui, il y a encore des difficultés sur le site là-bas. Et on ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité même des personnes qui sont déplacées, qui ont quitté Yirgou, qui sont à Barsalgo, qui sont dans les villages environnants. Et même eux, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à assurer leur sécurité. Donc c'est difficile à comprendre, mais le plus important, il faut situer les responsabilités. Dans la chaîne, il faut qu'il y ait vraiment des enquêtes sérieuses, indépendantes, pour situer les responsabilités. Qui a eu l'information et comment ça se fait que la réaction appropriée n'a pas eu lieu. Maître Farama, on va s'arrêter maintenant sur la justice. Vous êtes avocat des victimes. Dites-nous où en est la justice aujourd'hui? Bon, j'allais dire que la justice suit son cours, mais... Oh non, on entend ça toujours. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours, mais de façon très lente. À la date d'aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, il faut dire que lorsque le crime a été commis, les officiers de police judiciaire, dans un premier temps, à partir du 15 janvier, ont commencé l'audition des victimes.
Mais l'audition des personnes soupçonnées et mises en cause ne commencera qu'à partir du mois de mai. Wow. Donc, on a eu le temps de perdre des preuves, non? Du coup, vous voyez qu'entre janvier et mai, en tout cas, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Et bon, des indices de preuves et des éléments, en tout cas, qui auraient pu contribuer à la manifestation de la vérité, ont pu bien disparaître. Et finalement, ce n'est que dans le mois d'août que les premières arrestations commencent. Et puis, après donc, le mois d'août, vous avez donc, à partir du mois d'octobre, le juge d'instruction qui était en charge du dossier est affecté. Il est remplacé par un autre juge d'instruction, donc qui arrive en fin octobre, qui doit d'abord prendre le temps de connaître le dossier et qui ne reprend en charge véritablement le dossier qu'à partir du mois de novembre. Et donc ça, cela justifie, peut justifier en partie le fait que le dossier en tout cas soit traité avec une certaine lenteur. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est que même lorsque le juge a eu l'intention en tout cas de poursuivre donc les enquêtes, des mandats d'amener ont été décernés, environ 180 mandats, mais ces mandats n'ont jamais pu être exécutés. Pourquoi? Ben, pourquoi? J'avoue que c'est difficile à situer parce que d'abord, peut-être parce que certains n'avaient pas été retrouvés, mais l'assurance que nous avons, c'est qu'il y avait un manque de volonté, j'allais dire politique, pour pouvoir procéder à l'arrestation de ces personnes-là, puisque les personnes étaient identifiées, les personnes étaient connues, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce sont des personnes qu'on recherche vainement. Ben, il y a eu des tentatives. Je sais qu'il y a eu une occasion au cours de laquelle une cinquantaine de personnes soupçonnées étaient réunies dans un lieu, en pleine réunion. Des dispositions avaient été prises pour que la gendarmerie, donc les ANSEC, procède à leur arrestation. Et des demandes de renfort avaient été donc formulées à l'endroit de Ouagadougou pour pouvoir conduire ces personnes au juge d'instruction. Les renforts ont démarré de Ouagadougou et puis à l'arrivée, les personnes qui avaient été arrêtées n'étaient plus présentes. On ne sait pas pourquoi. Comment est-ce qu'elles ont pu bien enfiler entre les mains de la gendarmerie qui pourtant avait donné toute l'assurance au procureur qu'ils avaient ces personnes-là en lieu sûr. Ça pose véritablement de grandes questions, n'est-ce pas, monsieur Sanou? Alors, je pense qu'il y a deux grandes questions, deux grandes problématiques se posent ici. Il y a d'abord une mauvaise appréciation au départ, je pense, de la situation, de ce qui s'est passé à Yirgou par les autorités. Je pense qu'il y a une mauvaise appréciation pour une prise de décision adéquate dès le départ. Parce qu'on a, comme on l'a dit, jusqu'au 3, la loi, l'autorité était exercée dans la zone par le groupe d'autodéfense qui faisait donc la loi, et donc qui était parmi aussi, c'est comme si on dit le bourreau qui exerce donc sa loi dans une zone. Et ensuite, je pense que à partir de cette mauvaise appréciation, il y a également une démission qui est là, qui est réelle, qui est peut-être emblématique de la situation sécuritaire, parce qu'on a cette espèce de sous-traitance de la question sécuritaire qui est laissée au groupe de défense. Sous-traitance. Sous-traitance en termes de réalité sur le terrain. Oui. Les groupes d'autodéfense, notamment ceux Koroluego, sont des relais de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. C'est le cas dans la zone de Yirgou. Et donc, c'est ce qui a posé problème dans certaines poursuites judiciaires, parce que quand vous demandez à une force de défense et de sécurité de poursuivre un auxiliaire avec lequel il collabore tous les jours, il y a forcément des réticences, il y a forcément certaines réactions qu'il faut analyser. Et je pense que tout ça n'a pas été bien apprécié au plus haut niveau. Comme l'a démontré Maître, il y a eu plusieurs tentatives ainsi. Et même on l'a vu lorsque certains responsables de groupes de défense ont été arrêtés, on a vu un peu la réaction de la population. C'est un peu ça qui a été tout un nœud gordien qui a été qui a fait en fait le lit du retard dans la procédure judiciaire, je pense. Mais aujourd'hui, la réalité est là qu'on a comme une espèce d'impunité. Ce qui s'est passé est assez grave. Nous, par exemple, journalistes, nous avons des vidéos de gens, et on les a relayés, de gens qui avouent avoir été à la tête des exactions. Je pense que dans le dossier, Maître me corrigera peut-être, mais il n'y a pas plus flagrant de lui que ça, quelqu'un qui avoue avoir fait une exaction. On a les vidéos, c'est passé, mais aujourd'hui, ces personnes-là sont libres. Et donc, je pense qu'il y a tout ce cocktail-là qui rentre dans la procédure judiciaire, qui fait qu'on ne comprend pas que cette démission-là puisse avoir cité
toujours à 2 ans après. On peut comprendre que lorsque la situation est arrivée, il y avait une réalité sécuritaire dans la zone qui faisait que les Korolo étaient en avant, qui faisait que c'était assez compliqué d'avoir une certaine mainmise dans la procédure judiciaire sur certains responsables Korolo. On a pris le temps qu'il fallait, on a arrêté certains responsables, mais aujourd'hui, 2 ans après, on ne comprend pas qu'on ait toujours ce retard dans le traitement du dossier judiciaire. Véritablement, c'est des questionnements qui restent. Honorable Diallo, vous avez entendu ce qu'a dit Maître Faraman et M. Samou. On est quelque peu inquiet. La démission des autorités, le manque de volonté politique. Comment vous réagissez à tout ça? Bon, vraiment, cette situation me laisse quand même assez perplexe. On est censé être en démocratie, avec une soi-disant séparation des pouvoirs. Donc, à la rigueur, je me dis, si un des pouvoirs, notamment l'exécutif, rechigne à assumer ses responsabilités face à ce drame, quand même, on sait que je ne suis pas un expert en justice, mais c'est quand même la justice peut aussi se saisir de ce genre de dossier, à partir du moment où il y a eu des officiers de police judiciaire qui sont allés constater les faits sur le terrain. Donc la justice, normalement, aussi, a le levier nécessaire pour se mettre en branle de ce genre de dossier. Donc ni l'exécutif, ni le judiciaire, aux yeux des populations, rien n'est fait. Aux yeux des populations, il n'y a pas l'envie manifeste d'aller à la vérité et de rendre justice pour ce qui a été fait à Yirgou. Les questions sont venues de partout. À chaque fois, on avait des bribes de réponses par-ci, par-là. Mais manifestement, ça ne tenait pas. On n'a jamais eu de réponse claire qui nous indique pourquoi est-ce que jusqu'à présent, 2 ans. Au moment même où les faits se sont produits, si on nous avait dit qu'on allait faire 6 mois, 1 an sans avoir de réponse, personne n'aurait cru à cela. Mais 2 ans, après tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, que cela, jusqu'à présent qu'on en soit là, il ne peut pas avoir d'explication. Il ne peut pas avoir d'explication. De toute façon, bon, malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans notre pays, mais c'est important que nous nous saisissons tous de cette affaire. Ceux qui ont été tués, ce sont des Burkinabés, au même titre que vous et moi, que tout le monde d'autre. Et si on permet cela aujourd'hui, quelque part, à quelqu'un dans notre pays, il faut qu'on s'attende à ce que du jour au lendemain, ça nous vienne nous trouver à la maison. Donc c'est important que, au-delà de l'émotion immédiate, la réaction émotionnelle qu'il y a eu sur ce drame, il faut se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui peut porter gravement, qui est en train de porter gravement atteinte à la cohésion dans notre pays. Et tant qu'il n'y aura pas de justice, cela va toujours rester quelque part comme un blocage. Et c'est un argument que certains vont toujours utiliser, qui ne sera pas favorable à ce qu'on essaie de se construire comme nation. C'est tout à fait ça. Justement, Maître Faraman, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la question de l'indépendance même de la justice, parce que vous avez dit tout à l'heure, le juge d'instruction, il a été affecté, il y a eu 180 mandats de dépôt, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que la justice est véritablement indépendante? Bon, l'indépendance formelle du point de vue des textes existe. Non, mais pour ce qui concerne le cas de Yirgou, il faut peut-être situer exactement où se trouvent les problèmes. C'est où? D'abord, vous avez un seul juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Kaya. D'abord, c'est une juridiction assez grande. Un seul juge d'instruction pour traiter tous les dossiers d'instruction, c'est insuffisant. Et le dossier de Yirgou à lui seul, même confié à un juge de façon spécifique, il lui sera difficile de pouvoir traiter le dossier avec célérité. Donc, il aurait fallu, pour ce dossier, nommer donc un juge et décharger totalement le juge d'instruction de tout autre dossier pour lui permettre de pouvoir avancer dans le traitement de ce dossier. Ensuite, il y a qu'avant même Yirgou, à Kaya, le tribunal de grande instance de Kaya avait déjà un certain nombre de problèmes avec ce groupe d'autodéfense. Il y avait bien d'autres dossiers déjà dans lesquels les membres du groupe d'autodéfense étaient donc cités et que la justice n'arrivait pas à les entendre. Et chaque fois qu'un des membres du groupe d'autodéfense était convoqué par le tribunal, c'est 200, 300 membres du groupe d'autodéfense qui arrivaient au tribunal tous armés. Et ça, c'était avant Yirgou. De telle sorte que ces gens-là, même dans d'autres dossiers, ils n'avaient jamais pu être interpellés. De telle sorte que, bon, manifestement, que ce soit donc le parquet ou le juge d'instruction, ils n'avaient pas le courage de procéder immédiatement à des arrestations. Il n'y avait pas de courage.
Et vous allez vous rendre compte également par la suite que même lorsque certaines personnes ont été interpellées, il a fallu donc les garder hors du ressort territorial donc de Kaya pour des raisons de sécurité. Donc il y a des difficultés sérieuses. Donc la justice, même si elle est indépendante d'un point de vue formel, est-ce que véritablement elle a les moyens de pouvoir assumer cette indépendance? Voilà des difficultés en tout cas qu'ils avaient avec donc ce groupe d'autodéfense. Il y a également que, lorsque j'expliquais tout à l'heure que un certain nombre de membres du groupe d'autodéfense avaient été retrouvés en réunion et que la gendarmerie avait procédé à leur interpellation, mais comme ils étaient une cinquantaine, un ou deux véhicules ne suffisaient pas pour les conduire au tribunal. Donc ils ont demandé un renfort en termes donc de logistique et de personnel, de personnes pour pouvoir effectivement donc conduire toutes ces personnes-là devant le juge d'instruction. Le ministère de la Justice avait réagi favorablement en déployant des cars qui ont quitté donc Ouagadougou pour rejoindre donc Kaya et pour aller chercher donc ces personnes qui avaient été retrouvées. Et puis, entre-temps, il y a eu un commandement différent, il y a eu donc des instructions différentes qui ont été données, des instructions différentes de celles du juge d'instruction. Qui venait de qui? Ben, point d'interrogation. Mais le problème, il est là posé. Vous savez, nous avons aujourd'hui un système judiciaire dans lequel les officiers de police judiciaire, ils sont sous la subordination hiérarchique du procureur, mais en même temps, du point de vue de leur de l'évolution de leur carrière militaire, ils sont sous la subordination hiérarchique de leur chef militaire. Donc vous avez aujourd'hui des officiers de police judiciaire qui reçoivent des ordres et du procureur et des ordres de la hiérarchie militaire. Et donc nous disons que certes, on dit que la justice est indépendante, mais véritablement la justice ne peut exercer et assumer son indépendance que si elle a tous les moyens de pouvoir donc exercer cette indépendance-là. Donc tous les moyens ne sont pas là. Monsieur Sanou, quel est le regard que vous faites par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a véritablement une pression politico-militaire, je vais dire ça comme ça, hein, dans ce dossier-là? Formellement, oui, on peut se poser cette problématique parce que lorsqu'on regarde un peu le travail qui a été fait par le juge d'instruction et le procureur, du point de vue pratique, ils sont allés au fond du dossier parce que dès le 3, il y avait des officiers de police judiciaire qui sillonnaient la zone lorsque nous y étions, qui ont fait certains constats et donc qui ont enclenché quelque part le processus. Mais formellement, comme l'a expliqué, les exemples foisonnent, parmi autres ceux que Maître Farama a cités, où ils sont bloqués dans leur procédure judiciaire par des questions pratiques, des questions matérielles, des questions sécuritaires. Quand vous ordonnez d'arrêter un certain nombre de groupes, de membres du groupe de défense et qui sont arrêtés, qui sont interpellés et donc parqués dans une certaine zone avec certains gendarmes, et qu'on les libère pour aller manger. Et que vous vous rendez compte que simplement, jusqu'à aujourd'hui, ces individus sont allés manger, ils ne sont pas revenus. C'est pour dire un peu, pour moi, quand je parle de mauvaise appréciation, c'est là on n'a pas apprécié le degré de collaboration, le degré d'implication qu'il y avait entre ces membres du groupe de défense et les officiers de police judiciaire ou en tout cas les forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce que c'est formellement compliqué d'arrêter quelqu'un avec lequel vous travaillez tous les jours et d'avoir une certaine aisance face à la personne. Au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme ordre hiérarchique, là c'était un problème concret qui se posait sur le terrain. Justement, honorable député, j'aimerais bien que vous puissiez réagir un peu sur la force des Korolioro dans notre pays, hein, parce qu'on se rend compte au regard de ce que dit M. Sanou, qu'il supplée un peu les forces de défense dans certaines localités de notre pays, d'où leur force aujourd'hui. Oui, il faut le constater avec regret. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui même, dans certaines localités de notre pays, ce sont ces Congolais qui assurent même la sécurité de nos forces de défense et de sécurité. On s'est vu. Moi, je peux vous raconter une anecdote, rien qu'au mois de novembre dernier, où il y a un monsieur qui est arrêté dans la commune de Gorgadji. C'est les Congolais qui l'ont arrêté. Quand ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené à la gendarmerie. La gendarmerie a confirmé qu'effectivement, il était arrêté là-bas, mais quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien contre lui, ils l'ont libéré. Mais ils l'ont libéré, ils l'ont remis encore au Congolais. Et cet individu, malheureusement, le lendemain, on a découvert son corps en sortant de Gorgadji en allant vers Abinda. Je veux dire, les exemples comme ça sont légion. Il y en a eu beaucoup.
Bon, il y a eu certains endroits où les gens ont justifié la présence des Kogwego par le fait qu'il y avait absence des autorités des forces de défense et de sécurité. Donc les populations se sont conformées à cette présence de fait, parce que c'était de fait l'autorité. Quand vous avez un problème de sécurité ou quoi que ce soit, même de justice, vous allez vers eux. Ça peut se comprendre, mais ça peut se comprendre, mais ça ne s'explique pas quand on est dans un état de droit. C'est du rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, je vous dis par exemple que même en pleine ville à Ouagadougou, il y a des endroits où les Kongwego exercent. À quelques centaines de mètres des forces de police, des forces de gendarmerie, et ainsi de suite. Il y a même des lieux de détention à Ouaga, ici aujourd'hui, au moment où on parle. Ah si, tout de suite je vous mets en voiture, je vais vous montrer un. Mais quand vous arrivez là-bas, bien sûr, vous ne pouvez rien voir à l'intérieur parce que l'éclairage est fait de manière à ce qu'eux, ils voient ce qui se passe à l'extérieur, mais personne ne voit ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de source sûre, il y a des personnes qui sont détenues là-bas. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment, normalement, on est censé aller de l'avant en tant qu'État, au niveau des institutions et ainsi de suite. Mais il faut, avec cette affaire de Kongwego, on est en train d'aller à l'arrière. On est en train d'aller à l'arrière. C'est comme si c'était un abandon de fait. On nous explique depuis des années que oui, peut-être qu'il y avait un manque d'éléments au niveau des forces de défense et de sécurité, l'armée n'avait pas assez d'éléments. Mais ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait combien d'années qu'on est en guerre? Comment ça se fait que jusqu'à présent, on ne peut pas trouver des gens formés, recrutés pour assurer quand même le fait que, voilà, c'est des gens qui sont recrutés, qui sont des agents de l'État, de l'armée, qui ont été formés comme des militaires, avec toutes les questions de procédure et toutes les questions de droits de l'homme nécessaires, et que ce sont des militaires qu'on envoie. Au lieu de le faire cela, on voit tous les jours, il y a de plus en plus de Kongwego. Et quand vous les voyez, ils sont inquiétants. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce n'est pas des Kongwego, c'est les volontaires pour la défense de la patrie. Ah, c'est la même chose, hein? Bon, en fait, moi, si vous demandez mon point de vue personnel, cette affaire de volontaires de défense de la patrie, c'est pour légitimer les Kongwego. Au moins ça, il y a eu le courage d'amener ça à l'Assemblée, de faire voter sinon même légalisé. Sinon même légalisé. C'est ce qui se passe parce que dans d'autres endroits, ces Kongwego sont devenus des VDP. Et donc maintenant, la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, elle est officielle. Elle est officielle dans plusieurs endroits dans notre pays au moment où on parle. Donc, on ne sait pas. Et quand on ne voit jamais, j'ai jamais entendu qu'un d'entre eux a été arrêté pour interpeller, ne serait-ce que pour répondre d'accusations, d'exactions ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes là comme population, vous voyez cela, qu'est-ce que vous vous dites? Justement, comment on doit régler la question, M. Farama? La question des Kongwego. Oh. Franchement, moi je pense que l'État doit assumer ses responsabilités. Et comme il l'a si bien dit, le député l'a si bien dit, c'est du rôle régalien de l'État. Les questions de sécurité et de défense ne peuvent pas être confiées à des civils et à des particuliers. En tout cas, pour ma part, je suis farouchement contre l'existence des groupes d'autodéfense. Pour moi, il faut abolir purement et simplement ces groupes d'autodéfense et permettre effectivement de recruter un maximum donc, de policiers, un maximum donc, de militaires et de gendarmes et puis les déployer de sorte à couvrir véritablement l'intégrité du territoire national. Mais justement, on s'inquiète parce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on a décidé de mettre en place la VDP, non? Vous y étiez, non? Oui, la loi a été votée. Vous avez voté la loi? Non, je n'ai pas voté la loi. En fait, bon, je n'étais pas là. Mais je peux vous dire que si j'étais là, je n'allais pas voter pour cette loi. J'étais en mission au moment où la loi est passée à l'Assemblée, mais je n'ai pas donné procuration à quelqu'un de voter pour cette loi, parce que je sentais venir la chose. Les députés n'ont pas flairé le danger? Je ne peux vraiment pas parler en leur nom. Peut-être qu'ils ont eu des éléments d'appréciation que moi je n'ai pas, mais chacun a voté en son âme et conscience. Pour moi qu'ils ont des explications pourquoi ils ont voté pour. Mais en fait, la manière dont la chose aussi, quelque part, a été habillée, c'est qu'on vous dit, voilà, il y a des problèmes, on n'a pas assez de personnes, on veut recruter, on a un plan, on avait voté avant ça la loi de programmation militaire avec un budget faramineux, mais tout cela devait prendre temps, donc il fallait trouver des mesures urgentes pour pallier au vide sécuritaire qu'il y avait dans certains endroits. Donc quelqu'un qui est assis confortablement à Ouaga et qui entend ce discours,
forcément qu'il va, il va le gober. Mais quelqu'un qui est Sur le ailleurs, terrain, qui est il sur voit le pas la terrain, même qui voit déjà le fait de ce que les Kolwego faisaient, et puis on vous dit qu'on va recruter des volontaires, qu'on va les former en 14 jours, on va les armer. Moi, j'ai vu les volontaires dans ma province là-bas, et quand je les ai vus, j'ai fait toutes mes prières, quoi. Je me demandais si je n'étais pas sur le point de vivre mes dernières minutes. Parce que quand vous les voyez, ils n'ont rien de rassurant. Et aujourd'hui, ils sont accusés de beaucoup d'exactions. Maintenant, c'est des exactions qu'ils faisaient en tant que Kolwego, maintenant ils le font en tant que VDP. Ouais. Et les populations, maintenant, les voient mener des missions avec les gendarmes. Donc, le citoyen lambda qui voit cela, avec qui il va aller, est-ce qu'il va, comme il disait tout à l'heure, avec cette complicité qu'il y a entre eux, est-ce qu'il va se lever dans une zone où vous avez la gendarmerie, vous n'avez rien comme autorité judiciaire ou autre dans un rayon de 100 km? Où est-ce que vous allez aller? Monsieur Sanou, est-ce que c'est possible de régler la question des VDP et des Korolioro? Oui, je pense qu'on a pris le problème du mauvais côté. Depuis que cette question du groupe de défense d'une manière générale, pas seulement localisée sur le Korolioro, hein, de la gestion de ces groupes de défense, si on y ajoute les Rugaou ou encore les Dozo, a été posée. Je pense qu'on a abordé la question de police de proximité qui a été mal analysée. Ensuite, cette question de volontaires de la défense de la patrie a été mal analysée parce que, pour moi, il y a deux faits. Un, qui peut être volontaire de la défense de la patrie aujourd'hui? Il faut réellement trier sur le volet ceux-là qui peuvent exercer aujourd'hui, qui sont les auxiliaires de nos forces de défense et de sécurité, comme on le fait tout à fait pour le recrutement d'un policier ou d'un gendarme, où il y a toute une enquête qui est faite sur la personne. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement, sur la base d'un certain nombre de quotas par certaines autorités, recruter des personnes qui, pour moi, sont plus enclins à être des éléments d'insécurité plutôt que de sécurité, les enrôler au sein des forces de défense, des VDP, des volontaires de la défense de la patrie. Donc, je pense que le problème a été mal cerné. On a enrôlé des gens qui étaient plus ou moins eux-mêmes le problème dans certaines zones. Aujourd'hui, il faut formellement, il n'y a pas d'autre solution que d'aplanir cette émanation des forces de défense et de sécurité. Il faut mettre fin déjà à tout ce qui a comme volontaire la défense de la patrie et le groupe de défense et reprendre le processus de recrutement. Pour moi, il doit être aussi rigoureux que celui d'un élève gendarme ou d'un élève policier parce qu'ils sont encore plus au contact des populations et c'est encore plus aisé de faire certaines poursuites, certaines enquêtes sur les personnes que c'est des individus qui sont connus, qui ont un certain passif dans les zones. Vous ne pouvez pas prendre un ancien, excusez-moi le terme, un ancien bandit de grand chemin, l'enrôler au sein des forces de défense et de sécurité, au sein des VDP, et vouloir qu'il soit, bien que on peut lui laisser le bénéfice du doute et le bénéfice ça, c'est le du naturel, il revient repentir, au galop. mais voilà, tout autant de problèmes. Aujourd'hui, il y a en tout cas au sein des VDP beaucoup de personnes dont on est enclin à douter de la moralité et même de la volonté d'œuvrer véritablement pour la sécurité. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui, si on veut véritablement régler le problème, que de mettre fin à ce qu'il y a comme pratique liée au VDP et de reprendre le processus. La loi en soi, elle est bien parce qu'elle cadre leur rémunération, le principe de leur action sur le terrain, mais dans le recrutement, dans la formation, je pense qu'il faut vraiment revoir les choses. Maître Farama, on va terminer avec cette première partie-là. Quel est l'élément qui pourrait déclencher un peu l'activation même du travail de la justice dans le dossier Yirgou? Moi, je pense que pour relancer véritablement ce dossier du point de vue judiciaire, il faut décharger totalement le juge d'instruction de tout autre dossier et lui confier rien que la charge donc, de ce dossier, et cela va lui permettre de pouvoir accélérer. Il faut donc le décharger, il faut lui donner également tous les moyens de pouvoir travailler. Au besoin, nommer même un deuxième juge pour qu'il soit 2, voire 3 juges à travailler sur le dossier. En même temps, c'est un appel que vous lancez au nouveau ministre. Oui, nous l'avions déjà fait. Nous l'avons déjà fait effectivement avec l'ancien juge. Nous l'avons rencontré. Nous lui avons dit qu'il était souhaitable qu'il y ait la nomination d'au moins 1 ou 2 juges pour renforcer le tribunal donc, de grande instance de Kaya. Bon, mais notre cri de cœur n'a pas été entendu. Nous osons croire que peut-être qu'avec
le nouveau ministre qui vient d'arriver sera entendu. Mais on nous a répondu pour dire que bon, la question dépasse donc le ministre de la Justice, parce que le ministre à lui seul ne pouvait pas affecter un juge d'instruction. Il faut saisir le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui a été fait, puisque nous avons également demandé au Conseil supérieur de la magistrature de se pencher sur la nécessité donc de nommer un juge d'instruction complémentaire pour ce tribunal-là. D'accord, on espère véritablement que cette doléance-là ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd en tout cas. On va passer à la deuxième partie. Il ne reste pas beaucoup de temps pour promouvoir la cohésion sociale et vivre ensemble. Dites-nous, honorable député, est-ce qu'il y a des préalables? Ces meurtres, ces atrocités ne peuvent pas être passés à perte et profit. C'est important que toute la chaîne, que toutes les responsabilités soient situées et que les personnes soient amenées à rendre compte. On ne peut pas parler de cohésion sociale sur le dos des victimes. Ces victimes-là, qu'est-ce que vous allez leur dire? Au nom de la cohésion sociale, oubliez qu'on a tué votre parent innocent qui ne faisait que aller amener ses animaux en brousse. Quelles explications vous allez leur donner? Nécessairement, cela va toujours rester en dedans de lui. Et comment ça va s'exprimer par la suite? Personne ne sait. Donc, l'obligation de justice, rien ne peut venir contourner cela. Donc, on peut bien utiliser le mot cohésion sociale, comme on l'entend aujourd'hui tous les jours. Tout le monde parle de cohésion sociale. La cohésion sociale, ça passe d'abord quand même par la justice. Parce qu'après Yirgou, on a vu beaucoup d'autres événements. On peut se rappeler des événements malheureux que nous avons vécus dans l'Est. Malheureusement, là-bas aussi, qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y a toujours pas de justice de rendu. Donc, comment vous voulez parler de cohésion sociale? Mais ceux qui parlent de cohésion sociale, pour la plupart du temps, ils sont assis à Ouaga et parlent de cohésion sociale. Mais allez à Tawalbougou pour parler de cohésion sociale. Allez les écouter, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils pensent de la cohésion sociale. Allez à Yirgou, allez à Bassalgo, allez voir les personnes qui sont déplacées dans les camps. Aujourd'hui, vous avez même des déplacés de Yirgou qui sont jusqu'à Dori. Imaginez-vous tout le territoire qu'ils ont traversé pour aller chercher refuge quelque part. Ils sont plus de 200 aujourd'hui dans la commune de Dori, de Yirgou. Donc, si vous voulez parler de cohésion sociale, commencez par aller parler à ces gens-là. Et je sais, sans être leur porte-parole, ils vous diront qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi, que les gens répondent. Si les gens répondent de leurs actes, là maintenant, on peut mener des actions pour essayer de renforcer les liens que nous avons toujours eus dans ce pays. Il n'y a jamais eu de problème de coexistence dans ce pays. Il n'y a jamais eu de problème. Et même lors de ces événements, à Yirgou, vous avez vu des personnes d'autres communautés qui ont abrité, qui ont protégé des familles Peuls. Ça s'est vu plusieurs endroits. Même à Tawalbougou, quand il y a eu les incidents là-bas, vous avez eu des commerçants qui ont ouvert leurs boutiques pour mettre des Peuls à l'intérieur, pour les fermer. Et quand les autorités venaient, non, il n'y a personne ici, il n'y a personne ici. Qui ont eu la vie sauve grâce à cela. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de problème entre les communautés. Il n'y a pas de problème. Mais dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses. Donc il faut que la justice joue son rôle. Et si la justice joue son rôle, après le politique, le social peut trouver des choses à faire, des parentés à plaisanterie, des choses comme ça. Mais la justice est nécessaire, elle est fondamentale avant de parler de quoi que ce soit. Monsieur Sanou, après ce qu'il dit, est-ce que vous voyez d'autres préalables? Je ne pense pas qu'il y ait un autre préalable aujourd'hui à la cohésion sociale, à tout ce qu'il y a comme procédure de conciliation, qui est la vérité et la justice. C'est tout à fait évident. On revient sur Yirgou. Si on ne sait pas qui a fait quoi à qui, qu'est-ce qu'on va pardonner? Comment des gens dont le domicile a été incendié, dont les proches ont été tués sous leurs yeux au marché ou dans des bosquets ou dans des zones assez reculées du village où on les a interpellés devant eux pour aller les tuer, comment ces personnes peuvent repartir vivre dans leur amour de culture, dans leur concession? Aujourd'hui, s'ils ne savent pas ce qui s'est passé, et je pense qu'il n'y a pas d'autre préalable, il faut qu'on soit clair sur ce point. Maintenant, et comment on fait ce préalable-là? Il y a bien sûr un aspect que le député maire a abordé, qui est une réalité de notre société. Nous avons nos mécanismes pour surpasser certains conflits qui sont, pour moi, ancestraux, puisqu'il y a forcément, lorsque vous avez, c'est comme les langues, et là-dedans, il y a forcément des éléments de conflit qui naissent, mais on a des mécanismes de résolution de ces conflits-là qui peuvent s'exercer, mais il faut qu'on sache qui a fait quoi et que cette personne-là puisse répondre de ses actes devant l'autorité judiciaire, parce que sinon, parce que s'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a peut-être attenté à la vie de son proche, qui a été à l'origine de l'incendie de son domicile, aujourd'hui il ne peut pas répartir, il ne peut pas pardonner, être entré dans le processus de pardon, tant qu'il n'a pas la vérité. Tant qu'il n'a pas la vérité.
Maître Faraman, vous êtes d'accord? Oui, je suis parfaitement d'accord avec eux, mais je vais plus loin en disant que j'ai comme l'impression que le drame de Yirgou est très mal appréhendé. Alors, il est mal appréhendé en ce sens que les gens ont tendance à ramener cela à une simple question de théorie, mais je reviens sur le fait que ceux qui ont été inculpés sont inculpés pour des faits de présomption grave du crime de génocide. Ça veut dire beaucoup de choses. Le crime de génocide, ce n'est pas n'importe quel crime. C'est le plus grave des crimes qui existent. Et le crime de génocide suppose qu'il y ait eu une intention, une volonté d'exterminer un groupe social donné. Et donc, il nous faut véritablement que la justice aille jusqu'au bout de son travail, qu'on sache si véritablement c'était un crime de génocide ou pas. Et si c'est vraiment un crime de génocide, tant qu'on ne va pas accepter et reconnaître qu'il y a eu un crime de génocide, il ne pourra pas avoir de cohésion sociale. Parce que si tant est qu'on a eu la volonté d'exterminer effectivement ce groupe ethnique, et puis on veut parler donc d'une cohésion sociale, alors qu'on n'a pas défini pourquoi on s'est empris à la communauté, quels sont ceux qui se sont empris à la communauté et qui n'ont pas reçu une sanction exemplaire pour donner l'exemple et dissuader toute autre personne qui serait tentée de vouloir donc agir dans le même sens, il est évident que cette cohésion recherchée, elle sera vaine. Wow. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de Zéphirin Diabré à la tête d'un nouveau ministère, un ministère qu'on a effectivement créé, le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, est-ce qu'on pense que ce dossier-là aura un meilleur traitement? Monsieur l'honorable, je passe d'abord par vous. Bon, on peut quelque part se réjouir de la nomination d'un ministre d'État en charge de ce dossier. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il aura comme levier. Parce que bien sûr, vous savez, quand vous acculez les politiques, ils vous parlent d'indépendance de la justice. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs fois des échanges avec le ministre de la Justice. Bon, je le taquinais même, je disais que j'ai l'impression que toi, tu es le ministre des infrastructures de la justice et pas le ministre de la justice. Donc tout dépendra vraiment des ambitions réelles. Au-delà de cette nomination, moi je le souhaite de réussir, mais au-delà de cette nomination, c'est voir quelle sera sa marge de manœuvre pour vraiment adresser ces questions-là. Il y a beaucoup de questions pendantes. On sait tous l'impact que ce déni de justice, ce manque de confiance à la justice a eu comme impact au niveau de notre pays ces dernières années. Donc c'est bien qu'il y ait un ministre d'État, mais on attend de voir, on lui souhaite de réussir, mais on attend de voir quelle sera sa marge de manœuvre, quelles sont les actions qu'il va mener en faveur de cette réconciliation et de cette cohésion sociale. Monsieur Sanou? Je suis peut-être pessimiste, mais je ne vois pas trop, parce qu'il y a déjà eu des institutions, et notamment si on prend le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, qui a fait un travail de plaidoyer, de leitmotiv autour de la question de Yirgou, qui a porté le dossier, mais véritablement qui n'a pas réussi à lever le levier de la justice, parce que, comme on le dit, la justice reste dans cette indépendance-là. Il y a d'autres institutions qui existaient bien avant la création du ministère de la Réconciliation, comme le HCRUN, qui n'ont pas pu porter le dossier. Je suis peut-être pessimiste. C'est vrai que la question des hommes également se pose, parce que quand c'est porté par une certaine personnalité, ça peut avoir un impact. Mais la réalité est là que dans ce volet de Yirgou et tout ce qu'il y a comme corollaire, c'est la justice qui doit s'activer. Et je ne pense pas, même au niveau de la présidence du Faso, qu'on puisse exercer une certaine pression ou avoir un certain levier pour la justice, autre que ceux-là même qui vont être... Moi, j'espère peut-être une action au niveau de la nouvelle ministre de la Justice, un regard, comme elle était au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, elle a une certaine connaissance du dossier, des éléments proposés pour avancer le dossier, elle peut peut-être activer rapidement ces éléments-là, notamment la multiplication des juges d'instruction. Sinon, le ministre de la Réconciliation nationale ne pourra revenir que lorsqu'on aura un procès en bonne et due forme et qu'on aura des personnes jugées. Et maintenant, on pourra faire le travail de réconciliation. Maître Faraman. Bon, le fait de nommer un ministre chargé donc, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale traduit ici une volonté politique. C'est ce que je peux noter. Maintenant, est-ce que la volonté politique à elle seule, telle qu'elle est exprimée, est-ce qu'il aura véritablement tous les leviers pour travailler
pour qu'on puisse donc avoir la cohésion sociale, j'en doute fort. Parce que pour moi, une cohésion sociale, même si elle est déclenchée sur le plan politique, tant que le volet judiciaire ne l'aura pas précédé, c'est sûr que on ne pourra pas donc atteindre l'objectif donc recherché. D'accord. Honorable, c'est bientôt la fin de cette émission. Je vais vous donner la parole juste pour un message à l'endroit et des victimes et aussi des bourreaux. Je suis gêné de parler à l'endroit des victimes parce qu'on est tous coupables. On est tous coupables. Quand on voit la situation qu'ils traversent, eux ne peuvent pas concevoir qu'aujourd'hui, on peut, en tant que société, accepter que des gens aient vécu cela et qu'ils continuent de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, c'est difficile de regarder les victimes en face et de leur dire quoi que ce soit. Parce que eux, quand ils vous voient, qu'importe ce que vous avez comme occupation ou comme fonction, eux, ils espèrent quelque part qu'une lueur d'espoir viendra. Donc, c'est même gênant à la limite d'aller les voir. Et surtout voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Parce qu'aujourd'hui encore, quand vous les voyez, que dans les camps, notamment à Barsalgo, beaucoup ont essayé de repartir dans leur village pour aller récupérer certains biens. Et il y a d'autres qui ne sont jamais revenus. Oui, donc en fait, ils vivent toujours sous la peur. Beaucoup ont peur de quitter le camp, beaucoup ont même peur de rester dans le camp. Donc c'est pour ça que vous avez d'autres qui ont quitté le camp, qui sont allés à Kaya, qui sont allés dans plusieurs autres endroits. Donc au moins, au minimum, c'est assurer quand même une sécurité, une dignité à ces victimes, avant de parler d'autre chose. D'accord. Monsieur Sanou, votre message de la fin? Un message, en tant que journaliste, je ne peux pas apporter un message, mais c'est de nous continuer à faire notre travail de veille, de continuer à faire ce travail-là auprès déjà de ces personnes-là qui sont les victimes aujourd'hui en termes de déplacés internes, de camper les réalités. Peut-être que ça peut porter une certaine amélioration de leurs conditions de vie. C'est le travail que nous, on peut en tout cas s'engager à faire. Et ensuite, de suivre le volet judiciaire en espérant que quelque part, le relais médiatique ait une incidence sur l'avancement du dossier. C'est tout ce que, en tant que journaliste, oui, mon message de fin, c'est surtout de souhaiter une franche collaboration de tous ceux qui ont eu, en tout cas qui ont vécu, qui ont connu de près ou de loin, en tout cas tout ce qui s'est passé à Yirgou, qu'ils puissent donc se porter prêts, disponible pour pouvoir participer à l'œuvre de justice et aider effectivement à ce qu'il y ait donc la manifestation et la vérité. Maintenant, l'autre message que je peux adresser, c'est celui-là que j'adresse particulièrement aux autorités politiques. Il faut tout faire pour prendre en charge ces personnes, donc ces victimes, et surtout assurer leur sécurité parce que bien après le drame de Yirgou, même dans les centres où ils ont été donc accueillis, il se trouve donc que des personnes sont toujours menacées. Il est temps effectivement que la sécurité revienne pour tout le monde. Merci, c'est sur ces propos que va prendre fin votre émission organisée par SEMFILM et le Centre national de presse Norbert Zongo dans le cadre du Club de la presse. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à Sanou, merci à l'honorable député Aziz Diallo. Merci à vous, Maître Farama. Merci aussi à vous qui étiez chez vous, qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'intérêt, j'imagine. Au revoir et puis à une prochaine fois.